bonsoir. Parfois, les plus grandes aventures ne font aucun bruit. Elles ne surgissent pas dans les cris ou la gloire, mais dans le silence d'un chemin de campagne, sous les pas d'un homme ordinaire. Ce que je vais te raconter ce soir n'est pas une légende. C'est l'histoire vraie d'un homme simple qui a rêvé avec ses mains. Une histoire de pierre, de solitude, de beauté inattendue. Bonne écoute et douce nuit. Il y a dans certaines naissances quelque chose de presque imperceptible, comme si la vie s'y glissait à pas feutrés, sans éclat. Un matin d'avril 1836, dans le petit village de Charmes-sur-l'Herbasse, un enfant vint au monde. Joseph Ferdinand Cheval. Il naquit entre deux saisons, dans cet entre-deux où l'hiver n'a pas encore lâché prise et où le printemps ne s'est pas tout à fait imposé. Un matin frais, pâle, où l'on n'entend plus d'oiseaux que de voix humaines. Sa mère, Rose Françoise, le tint quelques heures contre elle, les yeux fatigués. Son père, Jean-François, rentra plus tard des champs, couvert de terre, les bottes lourdes. Il regarda l'enfant, hocha la tête, puis s'assit près du feu. Il n'était pas homme à s'émouvoir. La maison sentait la suie et la soupe d'orge. Le sol, en terre battue, conservait l'empreinte des pas, et les murs transpiraient l'humidité des saisons. Il n'y avait pas grand-chose, sinon ce qu'il fallait, du pain, du bois, un seau d'eau et un peu de silence pour les jours trop longs. Ferdinand grandit là, entre la rigueur des travaux et la lenteur des heures. Il n'était pas bruyant, pas sauvage non plus, juste un peu ailleurs. Il aimait s'accroupir près des fourmilières, observer les lézards sur les pierres chauffées par le soleil, toucher les nervures des feuilles. Il parlait peu, il regardait. Sa mère mourut quand il avait 11 ans. Un matin, elle ne se leva pas. La maison parut plus vide que jamais, même pleine de monde. Il ne pleura pas devant les autres. Il garda cette peine comme on garde un caillou dans la poche. Discret, froid, familier. À l'école communale, il allait, sans passion. Il y resta quelques années, jusqu'à 12 ans. Il n'aimait pas trop les mots écrits. Ils semblaient flotter devant ses yeux comme des bêtes sauvages. Mais il retenait ce qu'il voyait, les gestes, les objets, les détails. Il apprenait à sa manière. À la maison, il aidait son père. À l'aube, on l'entendait soulever les seaux, nettoyer les outils, couper le bois. Ses mains se durcirent. Ses yeux, eux, restaient doux. Il semblait toujours écouter quelque chose que les autres ne percevaient pas. Le crissement d'un râteau sur la terre gelée, le froissement d'un oiseau qui s'envole, le murmure d'un ruisseau au printemps. La terre, il la comprenait. Elle était rugueuse, exigeante, mais honnête. Elle ne promettait rien, mais elle répondait à l'effort. Le ciel, lui, restait lointain. Il ne regardait pas souvent en haut. Son monde était fait de ce qu'on peut toucher. On aurait dit que Ferdinand, dès le début, était fait pour marcher lentement, pour porter des choses, pour observer sans intervenir. Un enfant qui n'appelait pas l'attention. Et pourtant, quelque chose en lui grandissait, doucement, comme un arbre sans nom. À 12 ans, Ferdinand Cheval quitta l'école pour de bon. Il n'y avait plus rien à y apprendre, pensait-on. Ni latin, ni calcul ne rempliraient l'assiette. Le monde qu'il devait connaître se trouvait ailleurs, dans la rugosité des outils, la chaleur des bêtes, le poids du bois. Il en fut soulagé à sa manière. Il n'aimait pas les salles fermées. Il préférait les odeurs de fumier à celles de l'encre. On l'envoya aider un boulanger. Le fournil était bas de plafond, toujours moite, saturé de l'odeur du levain,
du bois humide et de la farine qui flottait comme un nuage pâle, le feu craquait dans la gueule noire du four. Il y régnait une chaleur qui collait à la peau, aux vêtements, à l'âme. Ferdinand se levait avant le soleil, parfois dans la nuit encore épaisse. Les rues du village dormaient. Les maisons fermaient leurs volets comme des paupières. Il aimait ce moment-là, le calme profond du monde endormi. Il marchait d'un pas lent, le corps encore engourdi vers le four. Là, il apprit à pétrir. D'abord avec maladresse, puis avec une sorte de passion muette. Il posait ses mains dans la pâte avec un respect presque religieux. Il sentait sous ses doigts le poids de l'air, l'élasticité vivante de la mie en devenir. Il appuyait, repliait, tournait, recommençait. La pâte répondait. Elle avait son propre langage. Parfois, il fermait les yeux. Il sentait alors le moindre tressaillement sous la surface lisse. Il savait quand il fallait ajouter de l'eau ou attendre. C'était comme deviner l'humeur d'un animal. Les gestes devenaient précis, cadencés. Ses bras se musclaient, ses épaules s'ouvraient. Il développait une sorte de force tranquille, une force patiente, faite pour durer. Il aimait aussi la cuisson. Le moment où le four s'ouvrait, laissant échapper une bouffée brûlante, odorante, presque vivante. Le pain gonflait, doré, fumant. Il y avait une satisfaction simple à voir le travail aboutir, une forme de magie terrestre. Les jours s'enchaînaient. Le temps se mesurait au rythme des fournées. Il ne comptait pas vraiment les années. Il vivait dans un présent fait de farine et de bois. Mais parfois, pendant qu'il grattait les bacs ou rangeait les miches, son regard se perdait sur un nœud dans le bois du mur, une fissure dans le sol, une ombre qui dansait au plafond. Là encore, il voyait des formes, des visages, des grottes, des créatures étranges. Il ne le disait à personne. Il observait. Il gardait cela pour lui, comme on garde un rêve. Autour de lui, les gens le considéraient comme un jeune homme travailleur, fiable, discret. Ce qu'il était, ce qu'on attendait de lui. Il ne donnait pas matière à inquiétude. Il ne se plaignait pas. Il faisait ce qu'il y avait à faire. Ferdinand passa presque 12 ans dans l'ombre des Fournils. D'abord apprenti, puis boulanger à part entière. Il travailla à Valence, puis à Chasselet, un bourg discret au nord de Lyon. Les jours se ressemblaient, rythmés par les fournées, les commandes, les gestes répétés. Et lui, il avançait à pas mesurés dans cette vie toute tracée, avec la régularité d'un métronome. Il connaissait les heures par les odeurs, l'odeur crue de la pâte à l'aube, celle, plus amère, du bois brûlé vers midi. Et le soir, cette senteur profonde, presque douceâtre, du pain doré empilé sur les clayettes, prêt à nourrir des dizaines de familles. Il était seul, souvent, mais cela ne le dérangeait pas. Il n'aimait pas les conversations longues. Ce qu'il préférait, c'étaient les sons simples. Le frottement du balai de paille sur le sol, le bruit sourd de la pâte que l'on jette contre la table, le grincement du grand pétrin en bois. Des bruits qui remplissent le silence sans le briser. Son corps s'adapta, ses mains s'épaissirent, sa peau s'endurcit. Ses bras gagnèrent une force calme, pas celle des hommes qui montrent, mais de ceux qui portent longtemps. Il portait le bois, les sacs de farine, les paniers pleins. Il portait aussi ses pensées qu'il ne partageait pas. Il les roulait au fond de lui comme il roulait les bâtons sur la table. Puis, en 1858, il se maria. Elle s'appelait Rosalie Révol. Elle avait alors 17 ans et était lingère, d'un tempérament simple comme lui. Deux existences sans éclat, mises côte à côte. Ensemble, ils bâtirent un foyer modeste, mais solide.
pas d'effusion, pas de grandes promesses, juste deux cœurs tranquilles qui battent à l'unisson. L'année suivante, Rosalie tomba enceinte. Ferdinand rentrait plus vite du Fournil. Il achetait parfois une pomme, un petit pain sucré pour elle. Elle souriait peu, mais avec tendresse. Il commença à espérer, sans trop le dire. Quand le bébé naquit, ils l'appelèrent Victorin. C'était un petit garçon fragile, au souffle court, au regard fiévreux. Hélas, Victorin mourut l'année suivante. La maison, après cela, sembla plus étroite. Rosalie ne pleurait pas, ou alors seule. Ferdinand non plus. Mais son visage changea. Son silence se creusa. Le four devint trop chaud, la pâte trop lourde. Il ne supportait plus l'odeur du pain en train de cuire. Elle lui rappelait les draps dans lesquels Victorin avait dormi, cette chaleur douce qu'on croyait éternelle. Il resta encore pourtant. Le métier ne se quitte pas facilement. Il fallait bien manger. Et un second fils naquit, Cyril. Il lui donna tout ce qu'il pouvait, mais une ombre planait toujours au-dessus de ses gestes. Il ne retrouvait pas la paix. Le pain ne parlait plus. Un jour, sans prévenir, il s'arrêta. Il plia ses habits de travail. Il rangea ses outils dans un vieux coffre. Il ne toucha plus une patte. Il devint ouvrier agricole. Il planta, récolta, chargea les charrettes. Le travail ne manquait pas, mais il n'avait plus de feu dans le ventre. Il avançait. Il faisait ce qu'il fallait, sans passion. Un matin, il entendit parler d'un concours. Les postes cherchaient des facteurs ruraux. Il réfléchit peu. Il se présenta, et le 12 juillet 1867, il entra dans l'administration des postes. À 31 ans, il troquait la chaleur des fournils pour la poussière des chemins. Il découvrit la route comme on entre dans une forêt profonde, d'abord avec hésitation, puis avec une sorte de calme intérieur. Être facteur, c'était marcher, longtemps, tous les jours, dans le froid, la chaleur, la pluie, le vent, pas de cheval, pas de bicyclette, juste ses jambes, ses bottes, sa besace en cuir, usée par les coins des lettres mal rangées. Chaque jour, il arpentait les mêmes chemins entre Haute-Rive et Tersane, une boucle d'environ 30 kilomètres. C'était une région façonnée par d'anciennes eaux disparues, où la mer, jadis, avait laissé dans le sol des traces invisibles. Galets arrondis, fossiles coquillés, formes inattendues, enchâssés dans la terre comme des souvenirs oubliés. Il marchait dans la neige, sous la glace ou dans la campagne en fleurs. Il connaissait chaque détour, chaque sentier, chaque arbre fendu, chaque fermette perdue. Le courrier arrivait tard à Haute-Rive. Il le triait, le chargeait, puis partait. Il savait où s'attardaient les chiens, quelle boîte grinçait et combien de pas séparaient deux volets toujours clos. Mais ce qu'il apprenait surtout, c'était le silence. La marche devenait un fil tendu entre lui et le monde. Chaque pas était une note muette. Le frottement du cuir sur les mollets, le cliquetis métallique de la boucle, le crissement des semelles sur les cailloux. Tout cela formait une musique discrète, une litanie d'hommes seuls. Dans ce rythme lent et régulier, il se surprit à penser. À force de parcourir les mêmes paysages, son esprit, comme pour s'évader, commença à inventer. Pour tromper la répétition des jours, il bâtissait mentalement. Dans sa tête, il érigeait un palais imaginaire, féerique, extravagant, un lieu qui n'existait nulle part ailleurs. Il le rêvait avec des grottes, des tours, des jardins en cascade, des sculptures étranges, des temples aux colonnes mélangées. Il voulait y faire renaître toutes les architectures anciennes,
celle des civilisations disparues, des mondes lointains qu'il avait découverts dans les illustrations des journaux, dans les cartes postales qu'il transportait dans sa besace. Ces visions s'imposaient sans violence, comme une seconde vie qui poussait en parallèle. Il ne savait rien des règles de l'architecture. Il n'avait jamais tenu une truelle, ni manié un ciseau, ni appris les volumes. Tout cela lui semblait inaccessible. Son rêve restait un songe. Il se disait que ce genre d'élan n'était pas fait pour un homme de son âge. Il avait déjà franchi la quarantaine, et cet âge-là, pensait-il, n'était plus celui des entreprises folles ni des châteaux en Espagne. Mais les images revenaient, tenaces, vivantes. Parfois, il s'arrêtait près d'un arbre tordu, d'un ruisseau limpide, et observait. Il voyait un rocher, une branche, un jeu d'ombre, et cela suffisait à faire naître une tour, une arche, un escalier suspendu. Il gardait ces visions pour lui. Il ne les partageait avec personne. Elles flottaient dans son esprit comme une buée persistante. Sur les murs des maisons, il croisait des regards. Une fermière qui attendait une lettre. Un vieil homme qui hochait la tête. Une main tendue entre deux battants de porte. Il saluait sans s'attarder. Il déposait le courrier, repartait. Sa présence était discrète, presque fantomatique. On savait qu'il passerait, qu'il repasserait. Il faisait partie du décor. Il apprit à lire le ciel comme un livre. Il sentait venir la pluie avant qu'elle ne tombe, le vent avant qu'il ne souffle. Ses pieds restaient sûrs, même dans la boue. Il n'avait jamais vu la mer, ni les grandes villes, ni les palais réels. Mais à force de marcher, il avait fait le tour de son propre monde. Il connaissait chaque haie, chaque talus, chaque ombre d'après-midi. Il était devenu intime avec les chemins. Et tandis que ses jambes traçaient leurs boucles quotidiennes, son esprit, lui, bâtissait un royaume invisible. Rosalie s'était affaiblie lentement, comme une lumière qui s'éteint sans qu'on y prenne garde. Une toux persistante, des pas plus lourds, des nuits sans sommeil. Ferdinand ne disait rien. Il l'aidait sans poser de questions. Elle non plus ne se plaignait jamais. Elle continuait à s'occuper de la maison, de Cyril, mais Ferdinand voyait bien qu'elle se retirait peu à peu. Son regard s'attardait sur les choses simples, comme pour les emporter avec elle. L'hiver avait été dur. Le froid entrait partout. Ferdinand veillait la nuit, guettant sa respiration, impuissant. Un matin, Rosalie ne se leva pas. La maison était figée. Cyril jouait au sol. Ferdinand toucha son épaule. Elle était froide. Il ne cria pas, ne pleura pas. Il resta simplement là, assis. Le silence était absolu. Il y eut l'enterrement. Peu de monde, des mots simples. Cyril restait contre lui, sans comprendre. Ferdinand regardait la terre tomber, vidée, brisée de l'intérieur. Puis les jours ont repris. Il a continué sa tournée. Le courrier n'attendait pas. Les chemins étaient toujours là, les mêmes, bordés des mêmes pierres, des mêmes haies nues. Mais il les voyait autrement, plus gris, plus secs. Le soir, en rentrant, la maison lui paraissait immense. Chaque bruit sonnait plus fort, le craquement d'un fauteuil, le tic-tac de la pendule, le grincement des gonds. Il ne bougeait pas beaucoup. Il s'asseyait près de la cheminée, Cyril sur ses genoux, et regardait les flammes sans les voir. Il ne parlait pas de sa peine, à personne, pas même à lui-même. Il continuait, simplement, comme on pose un pied devant l'autre sur un sentier boueux. Le monde extérieur ne changea pas, mais en lui, quelque chose se referma. La maison, désormais, était pleine d'ombre. Dans les jours qui suivirent, Cyril fut confié, pour un temps, à son parrain et à sa marraine.
C'était une décision simple, pratique, presque silencieuse, comme on en prend dans les villages quand la peine est trop grande et qu'il faut continuer malgré tout. Ferdinand n'en parlait pas. Il continuait sa tournée. Il marchait. Chaque jour, il rentrait dans une maison plus vide. Cyril, désormais élevé à distance, grandissait ailleurs, sous d'autres toits, avec d'autres gestes du quotidien. Leurs liens ne se rompaient pas, mais ils s'étiraient. Ils devenaient plus fragiles, plus ténus. Les années passèrent. Le deuil s'était fondu dans les habitudes, comme une pierre dans un sentier. Cyril grandissait. Ferdinand, lui, continuait ses tournées, ses silences, ses gestes répétitifs. Le chagrin ne s'était pas effacé, mais il avait appris à l'habiter, comme on vit dans une maison un peu trop vide. Puis un jour, il croisa le regard d'une femme. Elle s'appelait Claire Philomène Richaud. Elle était tailleuse, veuve elle aussi, avec ce genre de regard discret qu'ont ceux qui savent ce que le monde peut retirer. Elle avait le dos droit, la voix douce, les gestes précis. Ils ne se dirent pas grand-chose. Ils n'en eurent pas besoin. Il y a parfois, entre deux êtres silencieux, une reconnaissance muette qui suffit à tout dire. Elle vivait seule, dans une petite maison proche d'Autrive. Une bâtisse simple, couverte de tuiles ternies, avec un jardin à l'arrière envahi par les orties. Il la visitait parfois après sa tournée. Ils prenaient un café, assis côte à côte, sans forcément échanger plus de quelques mots. Il l'aidait à réparer une serrure, à bêcher la terre. Elle recousait ses vêtements, préparait de la soupe, posait une main légère sur son épaule sans insister. En 1878, ils se marièrent. Pas de grande fête, pas de robe blanche. Juste deux âmes unies par le calme et la patience, liées moins par l'amour fou que par l'envie commune d'avancer à deux, doucement, sans bruit. Claire Philomène apporta avec elle un petit bien, une dot modeste, quelques économies et surtout un lopin de terre, une parcelle étroite juste à côté de leur maison, un potager, un figuier au fond et quelques pierres que l'on n'avait jamais pris la peine de déplacer. Ce terrain ne valait pas grand-chose, mais pour Ferdinand, c'était un trésor, une terre à lui. Il commença à le nettoyer après ses tournées. Il arrachait les ronces, redressait les pierres, traçait les sillons. Le sol était sec par endroits, meuble à d'autres. Il n'y faisait pas encore pousser grand-chose. Mais il l'observait avec cette attention qu'il réservait aux objets sans valeur, aux cailloux, aux traces dans la boue. Il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il pensait, mais Claire Philomène le comprenait. Elle lui préparait un peu de soupe en rentrant. Elle ne posait pas de questions quand il restait longtemps dehors. Il partageait les soirs autour du feu, parfois en silence, parfois en écoutant Cyril raconter ses journées. Le monde, pour un temps, semblait à nouveau tenir debout. Dans ce calme revenu, quelque chose en lui reprenait souffle. Il dormait mieux. Il mangeait avec plus d'appétit. Le printemps de 1879 était arrivé tôt cette année-là. La neige avait disparu sans bruit. Les ruisseaux avaient repris leur chant clair et les pruniers en fleurs faisaient frémir l'air au moindre vent. Dans la petite maison d'Autrive, un matin d'avril, Claire Philomène mit au monde une fille. Ferdinand, déjà père, déjà veuf, déjà meurtri, ressentit cette naissance comme une lumière inattendue. Il avait 43 ans. Il ne croyait plus vraiment au miracle. Mais quand il vit ce tout petit corps endormi contre la poitrine de sa femme, il sentit quelque chose s'ouvrir en lui, comme un bourgeon oublié, éclaté sous l'effet du soleil. Ils l'appelèrent Alice. Elle était minuscule, avec des paupières diaphanes
et un souffle si léger qu'on aurait pu croire qu'elle flottait entre deux mondes. Elle s'accrochait à la vie comme un oisillon fragile, et dans le regard de Ferdinand, ce n'était plus la fatigue qu'on voyait. C'était une étonnante tendresse, discrète mais constante. Il n'était pas un homme très démonstratif. Il ne chantait pas, ne riait pas fort. Mais avec Alice, il changeait. Il restait longtemps penché au-dessus de son berceau, à la regarder dormir. Il lui tenait les doigts, un à un. Il lui parlait parfois, tout bas, comme s'il chuchotait à une graine enfouie dans la terre. La maison reprit des couleurs. Claire Philomène cousait de nouveau l'ange. Le feu crépitait plus souvent dans l'âtre. Et Ferdinand, le soir, en rentrant de sa tournée, posait sa besace et allait voir sa fille avant même d'ôter ses bottes. Il ne parlait pas d'avenir. Il ne faisait pas de projet, mais il marchait avec un pas un peu moins lourd. Dans les sentiers boueux, sous les arbres encore mouillés de rosée, il se surprenait à sourire. Le courrier était toujours aussi pesant, le vent toujours aussi froid, mais le monde lui semblait moins dur. Alice grandissait, lentement, avec la patience des enfants de campagne. Elle riait quand il lui montrait des pierres aux formes étranges. Elle tirait sur sa moustache, jouait avec les lacets de ses bottes. Lorsqu'elle dormait contre lui, il retrouvait un calme qu'il n'avait jamais connu auparavant. Une paix simple, tissée de chaleur humaine. Un soir d'été, il la berça longtemps sous les étoiles. La nuit était tiède, les grillons chantaient. Elle s'était endormie contre sa chemise encore poussiéreuse. Il leva les yeux vers le ciel. Il sentit un pressentiment de quelque chose de plus vaste, de plus intime qu'il ne pouvait encore nommer. Mais pour l'heure, il gardait Alice contre lui. Ce fut un jour comme les autres. Un matin d'avril 1879, frais, encore engourdi d'hiver, avec cette lumière pâle qui glisse à peine sur les collines. Ferdinand, besace au flanc, marchait comme il le faisait chaque jour. La tournée de Tersanne, longue, sinueuse, lui prenait presque toute la journée. Il connaissait chaque détour, chaque talus, chaque arbre fendu par la foudre. Il allait vite, ce matin-là. La route était sèche, les jambes encore pleines de l'énergie du repos. Il descendait un chemin creux, ombragé de noisetiers, lorsque son pied heurta violemment quelque chose. Une pierre, invisible dans la poussière. Il perdit l'équilibre, fit un pas de travers, rattrapa de justesse sa chute. Il resta là un moment, bougonnant à mi-voix, prêt à repartir. Puis son regard fut attiré par quelque chose, juste là, sur le bord du chemin. C'était une pierre, mais pas n'importe laquelle. Elle était grosse, irrégulière, comme déposée là exprès. Pas enfouie, non. Elle dépassait franchement du sol, exposée, offerte. Sa forme était singulière, presque dérangeante. Elle semblait à la fois brute et travaillée, comme si le temps et les éléments s'étaient ligués pour la sculpter. Des reliefs, des creux, des bosses étonnamment harmonieux. Elle n'évoquait rien de précis, mais appelait tout à la fois. Un animal figé, un pan de rêve, une architecture oubliée. Ferdinand se pencha, la souleva avec effort. Elle était lourde, mais il la tint contre lui, intrigué. La chaleur du soleil semblait l'avoir imprégnée. Il la contempla un long moment, fasciné. Puis, comme mu par un élan irrépressible, il décida de la prendre avec lui. Ce soir-là, il la déposa près du poêle, sur la table. Claire Philomène l'observa sans un mot. Lui non plus ne dit rien. Il la fit tourner encore, la scruta sous tous les angles. Il y avait là quelque chose d'étrange. Le lendemain, il retourna au même endroit.
Il ralentit le pas, scrutant le sol, et il en vit d'autres. D'abord une, puis deux, puis tout un petit amas de pierres aux formes aussi insolites que la première. Il les rassembla, les mit de côté. Il sentait une excitation sourde, une sorte d'appel qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il ne savait pas encore ce qu'il allait en faire, mais une idée, ancienne et enfouie, refaisait surface. Un rêve qu'il avait oublié, un rêve de palais, de grottes, de sculptures que personne n'avait commandées, des visions qu'il avait effleurées parfois, au détour d'un champ, au creux d'un nuage. Il n'en avait jamais parlé. Il pensait avoir oublié. Mais voilà que la pierre le lui rappelait. Il se dit « Si la nature fait la sculpture, alors je ferai la maçonnerie et l'architecture. » Ce soir-là, pendant que la maison s'assoupissait, il sortit en silence. Il prit une vieille brouette, la poussa jusqu'au chemin et ramena les pierres qu'il avait mises de côté. Il les aligna dans le jardin, les observa sous la lumière de la lune. Elles étaient là, toutes différentes, toutes énigmatiques. Elles l'attendaient, et lui, sans rien dire à personne, commença à rêver avec ses mains. Les premières pierres furent posées sans plan, sans modèle, sans savoir. Juste une intuition. Ferdinand commença là où il en avait envie, comme on griffonne un dessin sans y penser. Il les empilait, les ajustait, les observait sous tous les angles. Le soir, après sa tournée, il retournait au jardin, encore habillé de poussière, les pieds endoloris, les mains sales, et il reprenait, sans rien dire. Le jardin devint un chantier. Ce n'était pas un vrai chantier, pas encore. Il n'y avait ni brouhaha, ni échafaudage, ni brouillon de plan. Seulement des pierres, des seaux, une truelle et un homme seul. Il remplissait les seaux d'un mortier improvisé, chaud, gravier, parfois ciment, qu'il ajustait à l'œil. Innovant malgré son absence de formation, il renforçait certaines parties avec des filaments métalliques glissés dans le ciment, inventant ce qui pourrait, d'un point de vue empirique, anticiper le béton armé, une technique étonnante pour un homme seul, au cœur de la Drôme rurale. Il travaillait de nuit. La journée, il marchait toujours pour les postes, avec ses 30 kilomètres à pied, ses lettres, ses colis. Mais le soir venu, au lieu de se reposer, il ressortait, souvent à la lueur d'une lanterne. Claire Philomène, inquiète au début, finit par s'habituer. Elle ne posait pas de questions. Il avait ce regard absorbé qu'elle connaissait. Et quand il avait ce regard-là, elle savait qu'il valait mieux le laisser faire. Les premiers curieux se pressaient, indifférents, amusés ou dubitatifs. Certains le raillaient comme le facteur fou, moquant son entreprise solitaire. D'autres s'arrêtaient, interloqués, regardant l'homme qui, après sa tournée, s'attelait encore aux pierres. L'incompréhension était palpable. Pour beaucoup, ce rêve de pierre n'était qu'une lubie, un passe-temps bavard, une proto-architecture sans enseignement, témoignage d'un homme obstiné, solitaire comme un arbre isolé dans un champ. On le voyait passer avec sa brouette, ramassant ce que d'autres auraient jeté. Cailloux, coquillages, éclats de verre, morceaux de fer tordus, tout pouvait servir, tout avait une forme, un sens, même caché. Il ne répondait pas, il construisait. Au début, ce fut une sorte de grotte, puis une façade, des colonnes, des niches. Il y inséra des statues récupérées, quelques figurines, des coquilles, des racines. Chaque élément semblait appartenir à un monde à part. Il ne cherchait pas l'harmonie académique. Il cherchait autre chose. Une vérité brute, sculptée dans la lenteur. Il avançait sans hâte, mais sans pause.
Chaque jour, une pierre de plus. Chaque soir, un détail ajouté. Un motif, une ligne, une forme inspirée d'un souvenir, d'une carte postale, d'un rêve nocturne. Il disait « Avec ce que les autres rejettent, je fais un palais. » La façade est fut la première grande structure, monumentale, presque irréelle. Parmi les premières formes à émerger du ciment, il y eut une fontaine, une source. Il l'appela la source de vie. Elle surgissait au centre de la façade est, flanquée d'un lion et d'un chien, comme deux gardiens d'un monde à naître. Il y avait mis une symbolique secrète, comme un vœu silencieux pour que son œuvre irrigue le réel. Avec des moyens dérisoires, il avait même imaginé un système d'eau courant. Il récupérait la pluie dans un réservoir, puis la redirigeait vers la fontaine à l'aide d'un petit conduit dissimulé dans la maçonnerie. L'eau coulait autrefois, vraiment, sur la pierre. Elle s'écoulait doucement, animant la façade d'un filet vivant. Mais l'humidité fragilisait l'édifice. Les infiltrations menaçaient ce qu'il construisait avec tant de soin. Il dut abandonner ce miracle. Pourtant, dans la pierre, la trace de l'eau resta. Elle faisait partie du rêve, et même lorsqu'elle ne coulait plus, il laissait la fontaine ouverte, comme une bouche d'attente, une promesse suspendue. Les passants s'arrêtaient. Certains se signaient, d'autres fronçaient les sourcils. C'était trop étrange pour être beau, trop fou pour être compris. Mais Ferdinand n'attendait pas qu'on comprenne. Il continuait. Il sculptait des messages sur les murs, mots simples, fautes d'orthographe, lettres inversées. Il écrivait comme il parlait, avec le cœur, pas avec la grammaire. Il appelait cela son langage d'innocent. Dans le jardin, les pierres s'élevaient peu à peu, comme des branches d'un arbre ancien. Les escaliers montaient nulle part. Les colonnes soutenaient l'air. Les niches abritaient des créatures mythiques. Et lui, chaque nuit, recommençait. Il n'avait pas besoin d'architecte. Il avait la patience. Alice grandissait. Elle avait maintenant 5, 6, puis 7 ans. Ses cheveux foncés, coupés en carrés, voltaient autour de son visage curieux lorsqu'elle courait dans le jardin. Elle passait entre les échafaudages de fortune, les tas de pierres, les outils mal rangés. Rien ne lui faisait peur. C'était son royaume, un royaume étrange, poussiéreux, parfois instable, mais familier. Elle riait souvent, et son rire résonnait dans les creux des alcôves, ricochait sur les voûtes inachevées, faisait vibrer les niches vides. Ferdinand la regardait avec une tendresse silencieuse. Elle ne posait pas de questions. Elle ne lui demandait jamais pourquoi il passait ses soirées à assembler des fragments du monde. Elle ne le jugeait pas. Pour elle, c'était naturel que son père construise un palais. Elle croyait que tous les papas faisaient ça. Le palais devenait un terrain de jeu. Mais pour Ferdinand, il devenait désormais un terrain d'amour. Chaque niche sculptée, chaque inscription gravée portait quelque chose d'elle. Pas directement. Il n'y écrivait pas son nom. Mais elle habitait l'ensemble. Elle était l'élan, l'âme cachée. Il construisait pour elle, avec elle en tête, comme un prolongement de son rire. Le jour, elle allait à l'école du village. Le soir, elle revenait en courant, ses chaussures couvertes de poussière. Elle sautait dans les bras de son père, inspectait les nouveautés du jour. Une nouvelle niche, une plante grimpante déplacée, un escalier sculpté dans le mortier encore frais. Elle ne comprenait pas la logique, mais elle sentait la magie. Claire Philomène observait cela de loin. Elle ne participait pas, mais elle ne s'y opposait pas non plus. Elle cuisinait pendant qu'ils étaient dehors. Elle balayait les copeaux.
Elle rapiéçait les pantalons déchirés d'Alice. Son amour passait par les gestes. Le palais grandissait. Il débordait du jardin, s'étirait comme un rêve mal contenu. Ferdinand le façonnait selon ses lectures, ses souvenirs, ses intuitions. Mais plus il bâtissait, plus il sentait que quelque chose le liait à Alice. Comme si, dans cette matière, il enfermait son enfance, sa légèreté, son regard. Il ne le criait pas, il ne le disait pas à d'autres. Mais dans sa tête, dans ses mains, Alice était là, partout. Elle traversait les galeries, montait les escaliers de ses jeux, touchait les animaux figés dans la pierre. Il la regardait marcher au milieu de ce chantier, comme on regarde une princesse dans un château qu'on n'a pas fini de lui offrir. Et dans la nuit, après qu'elle s'était endormie, il ressortait, reprenait ses outils et continuait. C'était une journée de septembre, une journée quelconque, sans ombre particulière. Le ciel était clair, l'air tiède, presque doux. Ferdinand avait passé la matinée à trier des pierres, les mains couvertes de poussière. Claire Philomène préparait une soupe. Alice, 15 ans, toussait depuis quelques jours. Une de ces toux qu'on pense passagères, une fatigue légère qu'on croit liée à l'école, à la saison, à l'enfance qui s'étire. Mais cette fois, ce n'était pas une fatigue. Très vite, elle ne se leva plus. Les jours suivants furent flous, comme noyés dans un coton épais. Le médecin passait, baissait les yeux. Claire Philomène ne disait rien. Ferdinand restait près du lit, assis, les coudes sur les genoux. Il ne savait pas comment prier. Il restait là. Et puis un soir, tout cessa. Alice mourut sans bruit, comme elle était venue dans sa vie, avec douceur. Le silence qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. Pas celui d'après la mort de sa mère, ni celui laissé par Rosalie. Celui-ci était plus vaste, plus vide. Il ne remplissait pas la maison, il la dissolvait. Ferdinand ne parla pas pendant plusieurs jours. Il ne toucha plus une seule pierre. Il errait entre les murs du palais inachevé, comme un visiteur perdu. Il ne reconnaissait plus rien. Le rire d'Alice n'était plus là pour traverser les colonnes, plus là pour faire vivre les niches, pour courir entre les créatures sculptées. Il ne savait pas s'il voulait encore continuer. Claire Philomène tentait de maintenir le quotidien. Elle allumait le feu, posait des assiettes, refermait doucement les portes. Ses gestes étaient lents, pesants, mais elle était là, et c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Un soir, Ferdinand sortit. Le ciel était clair. Les pierres blanches de son palais semblaient luire sous la lune. Il s'assit sur un muret et resta longtemps, les yeux posés sur les formes qu'il avait lui-même façonnées. Là, dans cette matière, il reconnaissait Alice. Non dans les détails, pas son visage, pas son nom, mais dans l'élan, dans la tendresse des courbes, dans la folie tranquille de chaque recoin. Alors il reprit, mais plus lentement, plus gravement. Il sculpta de nouvelles niches, plus profondes. Il grava des maximes. Travail d'un seul homme. Le travail est la seule foi. Le palais n'était plus seulement un rêve, il devenait un refuge, un tombeau ouvert, une offrande. Et chaque pierre posée portait désormais le poids du silence d'Alice. Son absence creusait l'espace, et dans cet espace, il bâtissait encore. Après Alice, le palais changea. Il était toujours fait de la même pierre, des mêmes seaux de mortier tirés à la main, des mêmes brouettes grinçantes poussées sur les sentiers. Mais l'esprit avait glissé. Ce n'était plus seulement un refuge, ni un rêve pour une enfant.
c'était devenu une encyclopédie de formes, un chant muet offert au monde entier. Ferdinand ne voyageait pas, mais il connaissait la planète entière à travers les pages des magazines illustrés, des journaux, des cartes postales qu'il transportait dans sa besace de facteur. L'Égypte, l'Inde, la Chine, le Maghreb, les montagnes suisses, les temples hindous, les mosquées, les chalets, les grottes, tout cela le fascinait. Alors il bâtit tout. Il sculpta des pagodes, des tours en spirale, des galeries ornées de colonnes mêlées, des niches remplies de bêtes étranges. Il grava le nom de Jules César, de Vercingétorix, de Jésus, de Bouddha, d'Abraham. Pour lui, il n'y avait pas de frontières. Il ne choisissait pas, il rassemblait, il reliait. Dans ce jardin, au fond de la Drôme, le monde entier venait se poser pierre après pierre. Il disait « J'ai voulu prouver ce que peut la volonté. » Et il le prouvait. Chaque jour, en silence. Il n'était pas architecte. Il ne savait pas dessiner. Il composait avec ce qu'il avait, des mains calleuses, des rêves anciens, une brouette, un seau, et une ténacité que rien n'entamait. La façade sud du palais devint un enchevêtrement de mondes, temples, escaliers, arcades, fresques gravées à la main. Chaque surface racontait quelque chose, parfois un nom, parfois une date, parfois une phrase maladroite, mais toujours sincère. Il appelait ça son musée. Il écrivait « Ce monument est l'œuvre d'un paysan. » Et c'était vrai, mais c'était aussi l'œuvre d'un poète, d'un sculpteur, d'un voyageur immobile. Il disait « Je suis le bâtisseur du rêve. » Les visiteurs commencèrent à venir. Quelques curieux, des passants, des enfants. Certains riaient, d'autres restaient sans voix. Le facteur restait à distance. Il n'attendait pas les compliments. Il ne vendait rien. Il continuait. Il dormait peu. Il mangeait encore moins. Il sculptait, maçonnait, gravissait ses propres échafaudages, parfois bancals. Il se blessait souvent. Il tombait, se relevait, repartait. Le palais s'enroulait sur lui-même comme une phrase interminable. Il ajoutait, corrigeait, cassait, refaisait. Rien n'était figé. Tout était vivant, animé par une main toujours au travail. Le palais avait désormais un extérieur foisonnant, spectaculaire, presque indéchiffrable à première vue. Mais Ferdinand n'en avait pas fini. Il voulait y mettre quelque chose de plus profond encore, quelque chose de caché, intime, à l'abri du vent et des moqueries. Il se mit à creuser une galerie. La terre, là, était dure. Argile, cailloux, racines sèches, parfois des blocs qu'il fallait contourner. Mais il s'acharna, comme toujours, à la pioche et à la pelle. Il avançait à la lampe, dans l'humidité, avec les coudes écorchés, les genoux enfoncés dans la poussière. Ce n'était plus une œuvre offerte au regard. C'était un passage secret. Une grotte d'homme seul. Il la creusa sur 6 mètres. Une galerie obscure, voûtée, étroite, presque funéraire. Mais il y grava ces créatures, chimères, têtes grimaçantes, figures imaginaires. Il y ajouta aussi ces mots. Des maximes naïves, rugueuses, gravées à la main dans le ciment frais. Travaille, tu seras récompensé. Ton idéal, ton palais. Cette œuvre, c'est l'œuvre d'un homme seul. Ces phrases, il les posait comme on lance une bouteille à la mer. Il ne savait pas qui les lirait. Peut-être personne, peut-être quelqu'un, un jour. Il ne cherchait pas la gloire. Il voulait qu'on sache que c'était possible, et surtout qu'il avait été là. La galerie devenait un sanctuaire, un lieu où se mêlait son rêve, sa foi discrète, ses fantômes. Il s'y arrêtait parfois, assis sur une pierre, la main posée sur un mur rugueux, le regard perdu dans l'obscurité. On l'aurait cru dans une chapelle,
Au-dessus de la galerie, le palais continuait de s'étendre. Il ajoutait des colonnes torsadées, des tours surmontées d'animaux, des coupoles faites de ciment et de coquillages. Il récupérait tout ce que les autres jetaient, bouteilles cassées, fragments de poterie, tessons colorés, morceaux de fer. Il les enchâssait dans la pierre, comme des trésors oubliés. Et toujours, il écrivait. Les murs devenaient une page, un poème sans fin. Il termina la galerie en 1912. Il avait 76 ans. Ce jour-là, il se tenait devant son œuvre, les bras croisés, la bouche serrée, les yeux humides. Il ne dit rien. Claire Philomène, discrète, vint lui apporter un verre d'eau. Il le but lentement, appuyé contre une colonne. Il ne souriait pas, mais quelque chose en lui s'apaisait. Le palais était complet, mais pas fini. Il lui restait un étage à bâtir. Non pas un étage au sens pratique. Il ne s'agissait pas d'un plan précis, ni d'une toiture achevée, mais d'un sommet symbolique. Il avait toujours voulu donner à son palais une verticalité, que la pierre monte jusqu'au ciel, que la main de l'homme, modeste, atteigne l'azur. Il se mit donc à construire vers le haut. Les échafaudages étaient faits de bois de récupération, branlants, mais tenus debout par miracle. Il y montait encore, malgré son âge. Il portait des seaux de ciment, des pierres entières, des sacs de sable. À plus de 77 ans, ses jambes tremblaient parfois, ses épaules le lançaient, mais il continuait. Il savait que le temps lui était compté. Ce dernier étage fut une suite d'élévations et de niches, de tours effilées, de créatures perchées comme des vigies. Il y plaça tout ce qu'il n'avait pas encore osé. Des symboles, des visages, des citations bibliques, des animaux hybrides, des fragments de ses rêves les plus anciens. À l'une des colonnes, il grava enfin son nom. En majuscules irrégulières, C-H-E-V-A-L. Juste ça, ni titre, ni prétention. Un nom seul, posé au cœur de la matière, comme une graine scellée dans le ciment. Ce fut un geste fort, presque solennel. Il l'avait gardé pour la fin, comme un aveu discret. Puis il redescendit. Le palais était terminé. Il ne l'annonça pas. Il ne fit pas de discours. Il ne chercha pas à fêter ça. Mais ceux qui le connaissaient le virent plus calme, moins tendu. Il passait davantage de temps assis dans le jardin, à l'ombre d'un pilier, les mains jointes sur ses genoux. Il regardait les visiteurs en silence. Il ne leur expliquait rien. Il les laissait découvrir. Il savait que ce qu'il avait fait ne se comprenait pas en un regard. Il fallait errer dans le palais comme on marche dans un rêve, perdre ses repères, revenir sur ses pas, ouvrir ses yeux d'enfant. Il avait bâti un monde entier, pierre par pierre, seul, en marge, avec pour seul guide son cœur fatigué et obstiné. Et ce monde tenait debout. Ferdinand avait achevé son rêve. Son palais se dressait là, au cœur de la Drôme, comme un mirage devenu réel. Mais il lui restait une dernière chose à bâtir, un lieu pour disparaître. Depuis longtemps, il caressait une idée secrète. Il avait pensé que ce palais, né de ses mains et de ses nuits, pourrait aussi devenir son tombeau. Il y avait même conçu un sanctuaire, un tombeau d'allure égyptienne, niché dans la façade est comme un berceau de pierre où il reposerait aux côtés de Claire Philomène et d'Alice. Mais la loi était formelle. On ne pouvait être inhumé ailleurs que dans un cimetière, fût-ce dans un palais élevé seul et sans autre fin que celle du repos éternel. On lui refusa cette ultime volonté. Alors, comme toujours, il ne protesta pas.
il prit simplement une décision. Il se remit à l'ouvrage. Il choisit le cimetière communal d'Hauterive. Là-bas, il obtint un petit terrain. Et à l'âge de 78 ans, en 1914, il recommença à charrier des pierres. Il appela ce dernier édifice le tombeau du silence et du repos sans fin. Ce fut son ultime chantier, plus modeste en taille, mais tout aussi précis. Il y mit la même ardeur. Il transportait les matériaux dans sa fidèle brouette, celle-là même qu'il avait dissimulée dans le temple hindou du palais. Il modelait les détails à la main. Il grava des pensées simples, graves, offertes comme des soupirs. La vie est un rêve et la mort un réveil. Ici, l'égalité. Grands et petits viendront se réunir dans la fraternité éternelle. Le tombeau s'orna de colonnes torsadées, de dômes miniatures, de motifs bruts. Ce n'était pas une sépulture anonyme, ni un mausolée fastueux. C'était un écho de son palais, une ultime parole de pierre, sans phare. La guerre ralentit les travaux. Il perdit son fils Cyril, sans doute de maladie. Un autre silence s'ajouta au silence d'Alice. Et pourtant, Ferdinand continua. Une pierre après l'autre. La douleur devenait ciment. Le deuil, une nouvelle forme d'architecture. En 1922, à l'âge de 86 ans, Ferdinand posa la dernière pierre de ce tombeau. 2 ans plus tard, en août 1924, il s'y allongea pour toujours. Son palais, lui, resta, immobile, improbable, debout comme un rêve qui aurait refusé de s'effacer. En 1969, il fut officiellement reconnu comme monument historique. Le rêve d'un seul homme était devenu patrimoine de tous. Et quand on découvre, au détour d'un chemin, les murailles du palais idéal surgir au milieu des arbres et des herbes folles, on peine à croire qu'un seul homme, sans formation, sans moyens, l'a érigé. Et pourtant, ce géant de pierre de 26 mètres de long et 12 mètres de haut est bien né des mains d'un seul facteur. 33 années durant, Ferdinand Cheval a ramassé, charrié, assemblé plus de 600 mètres cubes de pierre trouvés sur sa route à la seule force de sa volonté et de sa brouette. Autour de lui, on le disait fou, illuminé, un pauvre rêveur perdu dans ses chimères. Mais lui ne s'est jamais arrêté. Année après année, pierre après pierre, il a bâti ce que le monde appelle aujourd'hui un chef-d'œuvre d'art naïf, et ce que lui appelait simplement son rêve. J'espère que cette histoire vous a plu. Sur ces mots, je vous dis bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.